une production de La Filière. Studio de podcast. Moi, quand tu as dit, parce que je voulais l'écrire textuellement, comme tu l'avais dit, tu avais dit on ne l'obtient pas par Par lien de sang. par lien de le sang, mais par le lien de sueur Oui. que tu avais mal écrit. Oui, j'avais écrit par le lien de cœur, mais en tout cas, il y a une partie de ça aussi, mais ouais, non, c'est ça, c'est de même que tu le nommais, c'est Oui. pas juste un privilège de petite fille à papa, là, c'est pas ça du tout, là, tu sais. Non. Ça a toujours été très clair. C'est-à-dire que si un jour vous êtes impliqué dans l'entreprise familiale, il faut mériter sa place. Il faut que l'entreprise ait besoin des talents que tu as. C'est pas juste t'as pas de travail, tu t'en viens dans le coin, viens-t'en chez nous. Il faut vraiment que tu t'engages, que tu travailles puis que tu aies quelque chose à apporter. Donc, je me présente, Caroline Dionne de Bouffe Animaux RDL, membre du conseil d'administration du CDE, et j'ai avec moi aujourd'hui... Jean-Philippe Cloutier d'Expérieur Production et membre du CA du CDE aussi. Fait qu'on est les deux chanceux animateurs qu'il y a avec nous, Élise Jean, notre conférencière du jour de AMT Moulage. On sort là, à chaud là, de la conférence. Fait que là, on a plein de questions pour toi. Comment tu as trouvé ton expérience? Vraiment agréable. J'avoue que j'étais incroyablement anxieuse avant d'embarquer, mais Pascal m'a mis bien à l'aise sur la scène, alors je vais mieux maintenant. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça s'est très bien passé, ça s'est pas senti du tout, du tout. On a navigué à travers ton parcours, on va le faire aussi là, mais par contre, comme on disait avant de starter l'enregistrement, ce qu'on veut, c'est aller un petit peu plus loin, fait qu'on va errer dans ton parcours, mais nous autres, ça nous a apporté des questions, là. On va aller un petit peu plus en profondeur dans tout ça. Fait qu'on débute tout de suite en partant. C'est une entreprise qu'on a dit qui était familiale, mais pas nécessairement dans la famille à la base, là. Exactement. C'est une entreprise qui a été dans une autre famille avant d'être dans la nôtre. Donc, qui a été fondée par M. Roger Tremblay, qui était originaire de Saint-Cyprien. Puis, en cours de route, il y a eu un transfert qui s'est fait vers notre famille là, au début des années 2000. Puis la famille, c'était qui, en fait, les propriétaires? Tu sais, c'était ton père, puis... Avant le transfert? Quand c'est devenu le transfert dans ta famille, Oui. Qui étaient les actionnaires? Au départ, c'était Félix Jean puis Réal McNicol qui étaient les actionnaires. Puis par la suite, au retrait de Réal, et quelques années plus tard, là, nous, les enfants, mes deux frères, Frédéric, Samuel et moi, on a pris la relève. OK. Fait que ça veut dire que du plus jeune que tu connais pas mal, mais ça a toujours été le milieu entrepreneurial dans la famille, la réalité entrepreneuriale. Absolument, parce que mon père, avant, je dirais, d'être actif chez AMT, avait eu une entreprise de distribution alimentaire. Ça fait que moi, puis avant ça, il y avait une entreprise de développement informatique. Puis avant ça, il y avait eu son cabinet de comptable. Ça fait qu'il a toujours été un entrepreneur. Est-ce que ça donne le goût, ça, quand on baigne dedans toujours comme ça? Écoute, on tombe dedans quand on est jeune, oui. Je dirais que c'est un... Puis je pense que ça peut varier d'une personne à l'autre parce que je regarde mes enfants puis je n'ai pas l'impression qu'ils sont tombés dans la marmite. Mais moi, de mon côté, à un très jeune âge, je savais que c'est ça que j'avais envie de faire. C'est la même chose pour les frères aussi? Ou? Écoute, un de mes frères, j'en suis certaine. L'autre, il a fait un parcours dans lequel il s'enlignait vers le travail social. Ça fait que pour lui, peut-être que ça a été une vocation tardive. OK, mais dans le volet social, ça veut dire quand même l'aspect humain, puis peut-être que dans ses fonctions aujourd'hui, c'est là qu'il le retrouve un petit peu, j'imagine, là. Absolument. Puis il a fait aussi un bac en administration, mais multifonction. Donc pour lui, peut-être que l'appel a été un peu plus tard. Oui, mais c'est correct. Ça permet d'aller chercher du bagage. Absolument. Fait qu'on dit que l'appel a été plus tard pour un des frères, mais dans la conférence, tu nous partageais qu'à 8 ans, tu étais déjà identifié comme relève. Non, je me suis identifiée comme relève. entrepreneur. Comme Vraiment, entrepreneur, oui. Comme oui. entrepreneur. Puis en réalité, l'histoire que je racontais, c'est mon père qui m'a présenté comme sa relève. C'est moi qui ai interprété ça comme étant sa relève d'entrepreneur. Peut-être qu'il voulait juste dire que j'étais sa fille, mais probablement que ça fait écho à quelque chose que j'avais à l'intérieur. Mots. Des fois, quelques mots qui sont qui ont été enregistrés puis que des fois, ça peut être porteur. Ça a marqué, là, oui. À 8 ans. Oui, parce que je m'en souviens. Mais est-ce que c'est ça qui... Parce qu'on avait tantôt le questionnement, on se demandait, après ça, est-ce que c'est ça qui anime ou qui alimente tes choix au niveau des études ou tes prochains choix, sachant que même, on va le voir dans ton parcours, ça n'a pas été tout de suite de s'en aller dans l'entreprise familiale, mais est-ce que c'est ça un peu qui dirige tes décisions de vie par la suite ou...
Bien, ce n'est pas l'intention de prendre la relève de l'entreprise familiale qui a dirigé, mais oui, l'intention de devenir entrepreneur, ça a définitivement dirigé mes choix au niveau de mes études, au niveau des... Sans aucun doute, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, être entrepreneur, avoir un projet, avoir des gens avec qui travailler, absolument. C'était quoi ta perception d'un entrepreneur? Parce que justement, tu l'avais à la maison, c'était une connotation positive de ce que je peux en comprendre. Tu sais, c'était quoi ta perception des rôles, des fonctions, des engagements, des responsabilités que ça amène? Comment est-ce que tu le percevais, mettons, étant plus jeune? Écoute, c'était clair pour moi qu'un entrepreneur, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Donc ça, cette partie-là, oui, mais c'était quelqu'un qui avait la passion de ce qu'il faisait. C'était quelqu'un aussi qui avait, qui rassemblait une équipe autour de lui pour mener un projet. Puis ça, réaliser quelque chose, mener un projet, cette partie-là me parlait vraiment beaucoup. Puis le travail qui venait avec, clairement, ça ne m'a pas fait peur. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu un impact familial? Est-ce que tu sais, d'avoir justement, mettons, un père qui est très engagé là-dedans, puis tout, est-ce qu'on le ressent quand on est l'enfant d'un entrepreneur? Écoute, j'ai presque envie de te dire qu'on ne le ressent pas quand on est enfant. Des fois, on le réalise davantage quand on est plus vieux parce qu'on n'a pas vraiment connu autre chose. Puis mon père, même s'il était très engagé dans ses entreprises, il y avait même à l'époque un sentiment profond qu'il faisait ça pour nous autres. Ça fait que le fait qu'il soit moins présent à la maison, ça ne faisait pas en sorte qu'on pensait qu'il n'était pas en train de se préoccuper de nous. Ça fait que ça a fait la différence. Les intentions étaient quand même pour le bien-être familial. Fait que, après un recul, plus tard, on se rend compte que, justement, le jugement nous permet de voir que, mais non, c'est pas... C'est rien de négligé là-dedans. Là. Non. Puis même sur le coup, quand j'étais jeune, jamais... Puis ma mère était très présente. Ça fait que j'ai jamais ressenti de manque ou de la part de mon père. Fait qu'on quitte le milieu familial, le nid familial, à quel moment? Moi, j'ai une question. Oui, parce que justement, quand on parle que 8 ans, tu voulais être entrepreneur, ça te passionnait et tout, mais qu'est-ce qui te passionnait à plus bas âge ou justement secondaire peut-être? Ou... C'est beau, ça. Ben, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais la fille qui fait partie de tous les comités, c'est-à-dire le journal, le volleyball. Vraiment, j'aimais ça être occupée. J'aimais ça faire des choses. J'aimais ça participer à des projets. Ça fait qu'au secondaire, j'étais la fille qui faisait tous les comités. Oui. Comité sportif avec aucun talent sportif, mais comité sportif quand même. L'implication était là déjà, à très bas âge. Là, fait que c'est... Oui, ça m'allumait. Ouais. Ça parle, ça. Mais c'est vrai, c'est une bonne question. C'est dans cet angle-là que surtout qu'on veut aller voir justement la personne en arrière parce que le parcours parle de soi, mais tu sais, ça le montre, là. Tu sais, ça guide beaucoup de dire l'entrepreneuriat, ça me parle, puis après ça, d'avoir déjà des aptitudes à ce moment-là, consciemment, pas consciemment. Des fois, on n'est pas conscient, puis c'est ce qui nous tente, c'est là qu'on excelle, c'est là qu'on apprend que, OK, il est faux, ces éléments-là, cette drive-là, pour après ça, se lancer dans une entreprise. Oui, mais il n'y avait pas d'intention. C'était vraiment par intérêt à cet âge-là. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte la région pour les études? C'est quoi qui motive ça? Bien, en réalité, quand j'ai quitté pour le cégep, j'avais déjà, je vais appeler ça pré-quitté parce que j'avais été pensionnaire pendant mon secondaire. Une superbe expérience. Mais quand j'ai vraiment quitté le nid familial pour le cégep, premièrement, il n'y a pas de cégep à Trois-Pistoles, donc il fallait s'éloigner. Puis là, il y avait une intention, c'est-à-dire que je suis allée faire mon cégep en anglais parce que dans ma perception, parler anglais, c'était une nécessité pour faire des affaires à plus grande échelle. Ça, c'est wow. Donc là, il y avait une intention. Ça, c'est vraiment wow parce que est-ce que c'était déjà quelque chose qui était bien développé, mettons, dans la famille, le côté anglophone, puis tout? Parce que ça demande quand même, je trouve, du guts, là, de dire, OK, mais moi, je vais aller vraiment me lancer là-dedans pour avoir un atout de plus. Quand même, c'est sortir de sa zone de confort, là. Oui. Bien, mon frère avait fait 1 an puis était revenu par la suite, mon frère aîné. Moi, je suis allée, j'ai fait mon cégep au complet en anglais, mais tu sais, il y a toujours un peu d'insouciance à cet âge-là. Hein. Ça fait que je suis capable. On est parti, puis ça a été une super belle expérience, ça aussi. Ouais. Mais tu sais, il y a toujours un peu d'insouciance et de confiance en soi. Un petit peu de naïveté, peut-être? Oui, il y en a toujours un peu. C'est excellent. Fait que ça veut dire qu'on fait ça en anglais. Ensuite, on se dirige où?
Ensuite, un bac en comptabilité à l'Université Laval, avec vraiment, encore une fois, là, on était dans l'intention d'avoir du bagage en administration. Donc, bac à l'Université Laval, par la suite, DESS, qui est un diplôme d'études supérieures, et un autre S, là. Dans le fond, pour se préparer à l'examen pour devenir comptable agréé à l'époque. Puis, admettons, c'était, tu sais, le fait de vouloir étudier en comptabilité, ou c'est venu quand, ça? C'est-tu parce que, justement, il y avait peut-être une possibilité de devenir dans les finances de l'entreprise, ou c'est parce que les chiffres, ça te passionnait, ou... Hey, là, je vais faire une grande confidence qui est sur un secret pour Les personne. potes, on aime ça. Moi, j'ai fait partie de la gang qui a tendance à faire comme ses parents, parce que mon père était comptable. Cela étant dit, quand j'ai fait ça, j'ai pas fait ça avec l'assurance ou avec la certitude de revenir dans l'entreprise. Je trouvais que le parcours comptable avec le stage en cabinet comptable, ça permettait de voir rapidement plusieurs entreprises, de voir comment ça se passait, de voir les systèmes. Ça fait que j'ai jamais eu l'intention de mon côté d'être une comptable de cabinet, mais mon intention, c'était de profiter de l'expérience par le cabinet, par exemple. Ça fait que c'est pour ça la comptabilité plutôt que le marketing, plutôt que c'était vraiment... c'est vraiment l'expérience en cabinet, voir toutes sortes d'entreprises pour mettre dans mon sac à dos, mettre dans mes bagages. Ouais, c'est ça. Pour le me préparer. personnel après, c'est Ouais. ça. Parce que c'est pour quand éventuellement ça en vienne à ça, dans le fond. C'est vraiment ça. Là. Oui, oui. Je ne me cacherai pas que l'intention de devenir entrepreneur, que ce soit via l'entreprise familiale ou d'une autre façon, c'était bien inscrit là, en moi. Non, c'est Ouais. beau. Puis, ça. tu sais, souvent, ces cours-là aussi, c'est ça, c'est une bonne base pour tout ce qui peut être entrepreneuriat ou entrepreneur ou commencer quelque chose. Tu sais, ça reste que c'est bon à savoir aussi. Fait que c'est un bagage super intéressant. Oui, vraiment. Puis d'être capable aussi d'y prendre plaisir, somme toute, pareil, parce que tu as commencé la conférence en hommage, je vais rendre la comptabilité moins plate. Puis tantôt, son challenge, c'est qu'il dit, mais moi, je vais lui demander, voir comment tu peux rendre ça moins plate. On va faire le truc. Ouais. Ça va peut-être prendre plus que le temps de podcast. Prendre des cours privés, là. Fait ça veut dire qu'on fait les études, mais ensuite, justement, c'est du bagage d'expérience. Là. Le but, c'est pas d'aller cogner à la porte puis de dire « Hey, je m'en viens dans l'entreprise » ou quoi que ça. C'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'aller chercher du bagage le plus possible dans son domaine d'études. C'est ça? Oui, exactement. Donc, ça se passe comment, ça? Écoute, ça se passe à Montréal parce qu'à la fin de Vous mes suivez études... la map monde? Là, on est rentré dans le 514. Ouais, c'est une petite map Québec plus qu'une map monde, mais oui, après ça, je confesse que j'ai suivi l'amour de ma vie et je suis allée à Montréal parce qu'il était là. Ça fait que je suis allée travailler dans un gros bureau de comptable à Montréal, au centre-ville. Puis là, j'ai eu une expérience que je n'aurais pas pu avoir ailleurs, donc faire de la vérification pour des très grosses entreprises, mais aussi pour des plus petites. Ça a permis justement de voir un éventail d'entreprises, de types de gestion, de types de gestionnaires pendant cette période-là. Plus diversifié, en fait. C'est ça Ouais. c'est ça qui était intéressant là-dedans. Là. Absolument. Puis, est-ce qu'il y a en début de carrière comme ça, est-ce qu'il y a des défis? Est-ce qu'il y a eu des défis ou des choses qui t'ont fait hésiter à te dire « Attends une minute, j'ai peut-être pas misé sur la bonne chose » ou est-ce que tu as déjà douté de toi dans tout ça? Ou... Bien, Non, ça. douter de moi, on doute toutes de nous à un moment donné, mais douter de mes choix, jamais. Moi, je me suis lancée comme une jeune inconsciente dans mon projet avec l'intention de réussir la certitude que j'allais réussir à être une mère de famille, une femme d'affaires. Il n'y avait rien qui n'était pas à ma portée quand j'avais 20 ans. Mais ça, c'est une belle façon de penser, tu sais, de se lancer comme ça. Puis... Écoute, c'est une belle confiance en la vie. Ben oui, mais c'est correct parce que, puis tu sais, un coup que on trouve ce qu'on aime, puis tout, ben, tout ça se rassemble ensemble, puis c'est le fun. Là, Mais c'est beau d'avoir mis quand même un doigt assez, tu sais, bien, c'est sûr que là, on fait la vie en avancée. Tu sais, peut-être que oui, il y en a eu des doutes, des incertitudes à certains moments, puis tout s'est placé, mais ça reste que, tu sais, t'as l'air de savoir où est-ce que tu t'enlignais, là. Hey, tu sais, tout le monde ne perçoit pas les questionnements, les enjeux de la même façon. Moi, je dis toujours, un problème, c'est juste une solution qui est en train de se bâtir, puis c'est vraiment
Je suis née comme ça. Là. C'est pas une qualité, c'est pas un défaut, c'est juste comme ça. Moi, quand il y a un problème, je regarde pas le problème, je me dis comment on fait pour passer par-dessus le problème. Ça fait que c'est pour ça que... Très cartésien. Très Oui, cartésien, puis mais- le domaine comptable, ça le dit, là, mais on le voit que c'est une approche très cartésienne. Là. On n'est pas dans l'émotionnel. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que les obstacles, ils ne marquent pas parce que c'est pas comme un obstacle, c'est comme Quelque chose qui va te faire, Un défi. grandir. Ouais. c'est comme un défi. C'est beau. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui, autant dans tes fonctions dans l'entreprise ou même comme maman de famille ou de dire de toujours être dans le mode pas de recul, puis attends, là, on solutionne quelque chose, on n'est pas dans l'émotionnel. Parce que tu sembles très tempéré, là, comme tantôt tu disais, je suis nerveuse. Moi, je ne l'ai pas senti, là, le nerveux, là, peut-être qu'en dedans, ça bouille, mais de l'extérieur, non. Fait que c'est peut-être le côté cartésien qui revient un peu plus dans ce temps-là. Écoute, je suis toujours aussi nerveuse, mais non, c'est vrai, dans les petites choses, dans les grandes choses, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Ça vient-tu du côté par imitation, du côté, c'est-tu par les personnes côtoyées en entreprise? Ton père, est-ce qu'il était comme ça aussi? Est-ce que... Oui, c'est sûr que, je dirais mon père et ma mère, Ouais. pour eux autres, ce pas des gens qui s'attardaient sur le problème. C'était quelqu'un qui, bon, on a ce problème-là, c'est quoi la solution? C'est sûr que l'exemple a fait son chemin. Ah oui, ça parle beaucoup dans ce temps-là. Ouais. Fait que là, si on continue dans la map du Québec, là, on est à Montréal, Ouais. on est dans ce grand cabinet-là, si on peut dire. Mhm. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on ne fait pas un retour en région tout de suite. Là. Ben non, parce qu'il reste encore des codes régionaux à tester. Et j'ai pas encore réussi à me débarrasser de l'amour de ma vie. Il doit changer d'endroit pour ses Puis études. qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans le même domaine? Pas du tout. Pas du tout. Non? Dans le domaine de la santé, rien à OK. voir. Ouais, OK. rien à voir. Je l'ai rencontré au secondaire. C'est un accident de parcours, mais c'est un bel accident. Ben non, c'est ça, c'est un bel accident. On en veut des accidents de Oui. même, ça. T'as bien fait d'aller étudier à la Pocatière. Oui, oui, c'est bon, ça. Écoute, je regretterai jamais ça. Fait que là, on est parti à Sherbrooke, où là, j'ai travaillé dans un petit cabinet comptable qui n'était pas affilié là, avec les grands cabinets comptables. Fait que là, une expérience différente qui est plus de petites entreprises, des dossiers traités de A à Z, incluant la préparation des déclarations fiscales. On fait les impôts des gens chez qui on fait pour les entreprises pour lesquelles on travaille, on finit par faire les impôts de leur famille. Donc, ça, c'est une pratique Plus de proximité. super variée. Oui, de proximité beaucoup. Ça fait que ça a été la parenthèse Sherbrooke, nouveau cabinet comptable un peu plus petit. Est-ce qu'on coche des cases dans ce temps-là sur le, tu sais, de oui, là, j'ai acquis ça. Là, oui, j'ai acquis ça, puis on s'en vient proche d'un but, proche du goal, parce qu'à ce moment-là, on dit que c'est tout ces exercices, mais pas ces exercices-là, mais toutes ces expériences-là que tu vas chercher, c'est dans le but de le mettre dans ton pack-sac d'entrepreneur. Mais est-ce que le focus, c'est dans l'entreprise familiale ou ça aurait pu être une autre opportunité? Ou... Ça aurait pu être une autre opportunité, puis j'avais pas de plan. La vérité, j'avais des intentions, mais je suis pas une fille à liste. Ça fait que c'était pas coche, j'ai réussi à faire ça. C'était plus flou que ça. Je savais c'était quoi mon intention, mais c'était pas un plan à étapes. C'était vraiment de se faire un bagage à ce Ouais. moment-là, dans le fond. vraiment. Puis de prendre les opportunités selon, tu sais, go with the flow un peu, puis... Parce que rien ne me disait à l'époque que j'allais être en mesure de revenir dans la région ici. Ça fait que c'était pas... Il n'y avait pas de plan arrêté. On ne savait pas exactement où on allait finir. Mais justement, tu sais, le fait que, mettons, on soit rendu à Montréal avec le conjoint, Sherbrooke après, est-ce que cette idée de reprendre AMT s'en allait tranquille? Tu sais, est-ce qu'elle s'est déjà effacée un petit peu ou... Écoute, même au début, là, notre intention, c'était pas de revenir dans la région. Notre intention initiale, c'était de vivre une vie en ville. Nos plans, plus Québec peut-être que Montréal, mais OK. nos plans initiaux, c'était pas de revenir en région. C'est venu par la force des choses. Ça fait que c'était une possibilité parmi une myriade de possibilités, là, le fait de faire dans le fond, de relever l'entreprise familiale. C'était pas un but unique. Là. Je comprends.
Fait qu'on le convainc comment, le conjoint, le jour où on a un appel téléphonique puis une opportunité de retourner en région dans l'entreprise familiale, on fait quoi? On a-tu un stress là-dessus à dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'il va suivre? Est-ce que... » Tu sais, c'est quoi... À ce moment-là, c'est quoi la foule d'émotions et de questionnements qui te traverse l'esprit quand tu reçois cet appel-là? Écoute, un peu comme le reste de tout ce que je parle, en réalité, il y a eu peu de réflexion à ce moment-là. Moi, j'étais enceinte de ma première fille à ce moment-là. J'avais suivi mon conjoint pendant un certain nombre d'années. Ça fait que moi, dans ma tête, c'était à son tour de suivre. Ah, c'est simple de même. Ça fait que puis il a été, lui aussi, il vient du Bas-Saint-Laurent. Ça fait que quand cette opportunité-là, parce que ça reste que c'était vraiment une belle opportunité, s'est présentée, ben il a été partant, puis il était prêt à changer les plans qu'on avait faits avant pour me supporter là, dans cette aventure-là. En mode solution. Mais j'ai jamais pensé qu'elle allait me dire non. Ça fait que tu vois, hein, je suis une imbécile heureuse. Mais c'est beau, on dirait que ça vient avec une pression de moins. Tu sais, des fois, on se crée des préoccupations juste par notre anticipation d'anxiété qu'on peut faire, l'anxiété de performance. Je trouve que ça a l'air très léger de, pas trop d'attente, pas trop d'appréhension, puis de prendre l'opportunité quand ça arrive. Puis là, tu viens de nommer, tu étais enceinte à ce moment-là de ta première fille. Est-ce que ça remet en question peut-être justement tes décisions face à OK, oui, j'embarque, mais peut-être que je vais peut-être juste y aller parce que à ce moment-là, je pense que c'était un poste pour prendre le poste en contrôle financier, mais est-ce que ça remet en question? Ben là, je sais pas si par contre je vais rentrer dans la relève ou non, ou tu sais, comment est-ce qu'on perçoit ça? Parce que ça reste qu'il y a des hormones là-dedans en plus dans tout ça. Oui, mais c'est des hormones positives. Ça fait que la vérité, c'est que moi, j'étais sûre que ça changeait absolument rien dans mes plans d'avoir un enfant. Donc, que j'allais être une mère incroyable, une entrepreneur incroyable et que tout ça allait fitter dans 24 heures. Ça fait que non, il y avait... Ah, mon Dieu, c'est simple. Ah, mon Dieu, le beau déni. Non, mais c'est correct. Oui, non, mais c'est beau parce que, tu sais, c'est vraiment empreint d'optimisme. Il n'y a pas de pessimisme dans tout ça. Puis, tu sais, quand on dit on crée notre propre bonheur ou notre propre perception des choses pour que ça soit positif, on a le meilleur exemple. Oui, mais la vie avait été douce avec moi. Tu sais, j'ai eu une belle enfance, des parents aimants, une famille chaleureuse. Après ça, j'ai marié le premier amour de ma vie. La vérité, c'est que mon parcours m'a amenée là parce que j'ai été chanceuse dans la vie. Ça fait et optimiste. Oui. Mais c'est dur d'être pessimiste quand tout ce qui t'arrive, c'est le fun. Ben, c'est que tu l'as vu d'un bon angle, je pense. Parce qu'en fait, le focus, souvent, c'est ça. Hein, c'est une question d'être focusé sur les éléments négatifs. Puis après ça, on voit que ça. C'est vraiment ça. Mais il y en a du négatif, mais je suis pas mal sûre que tu le pousses du revers de la main, là. Il y a probablement une partie de ça, oui. On la remet en question. Oui, finalement, là, on est en train de faire une psychanalyse. Là, ça va sortir d'ici avec plein de réalisations. Oui, un bill. Mais tu as nommé quelque chose tantôt dans la conférence. Moi, ça m'a parlé parce que je ne sais pas à quel moment, comment tu l'as nommé, sur le fait de, des femmes au travail. Puis, tu as nommé souvent, on va avoir une décision à prendre, on va prendre l'homme parce que, justement, ça vient avec moins d'absence, elle va probablement tomber enceinte. Puis, j'ai moi-même à la table, je m'en excuse, je m'avoue, je me confesse, j'ai moi-même dit, mais c'est vrai que je l'ai, la réflexion. J'ai ma conscience morale qui fait, comme employeur, de dire, non, je ne veux pas avoir cette... Mais oui, je le l'ai quand même, puis je suis contente parce que tu as été capable de mettre des mots sur cette perception que j'ai, que ultimement, je voudrais pas avoir à penser ça. Ultimement, comme femme, j'aimerais ça ne pas avoir à le penser, mais ça le fait. Et puis, tu as nommé comment est-ce qu'on pourrait changer cette perception-là. Je t'invite à le réexpliquer. Ouais. Puis, cela étant dit, on est tous coupables d'avoir que ça nous traverse l'esprit des entrepreneurs. Mais en réalité, on met le focus sur le problème au mauvais endroit. C'est-à-dire que on dit la femme va être plus absente. Puis là, souvent d'ailleurs au Québec, on dit le féminisme, c'est dépassé, ça n'a plus sa place en 2024, on est rendu à l'égalité. Mais tant que cette pensée-là nous traverse la tête, ça veut dire que il y a quand même une bonne proportion des hommes qui vont, par exemple, pas s'absenter quand leur enfant va être malade. Ils vont tout simplement laisser de la place à leur femme qui est la
spécialistes des enfants. Puis, je ne veux pas qualifier, je veux dire, c'est pas tout le monde, c'est pas tout. Je ne veux pas faire une grande généralisation, mais il y a quand même encore beaucoup de ça. Ça fait que moi, quand un homme me dit ça, je lui dis, oui, mais c'est de ta faute si cette femme-là va s'absenter, parce que très souvent, les gens qui ont cette remarque-là, c'est des gens qui ont une épouse ou une conjointe ou une mère ou quelqu'un qui va prendre la relève, qui leur permet, eux, de continuer leur important travail. Ça fait que, dans le fond, quand un homme me dit ça maintenant, je lui dis toujours, mais je veux dire, tu fais partie de la raison pour laquelle cette femme-là, ça fait que tu ne peux pas la juger pour un problème dont tu es partiellement responsable. Tu ne peux pas lui faire porter le poids de ne pas l'embaucher pour ça. C'est à toi à supporter ta conjointe, la personne dans ta vie, pour qu'elle ne soit pas jugée de cette façon-là quand elle va avoir une entrevue. Puis maintenant, ce qui fonctionne beaucoup aussi, c'est que les gens, quand ils voient leurs enfants, quand ils ont des filles, ça les rend sensibles à ça aussi, parce que ils ne veulent pas qu'il y ait ce traitement-là. Personne ne veut que quelqu'un dise ça sur sa fille, sur sa blonde, sur sa... Ça fait que c'est un travail de longue haleine à faire. Je veux dire, le jour où on n'aura plus jamais cette réflexion-là, là, on va être plus proche de l'équité. Bien, merci d'avoir changé ma perception. Pour vrai, merci. Parce que, comme je dis, je me suis exclamée à ma table, puis la personne à ma droite me dit, moi, je m'absente plus souvent que ma conjointe avec les enfants. Puis là, j'ai fait, bravo. OK, lui, il fait partie des actions. La solution. Oui, il fait partie des actions qui vont mener à la solution, effectivement. Fait que Ouais. des fois, c'est juste de le nommer différemment. Mais on voit le talent de voir problème, solution. Tiens, on va voir la bonne chose. C'est vraiment, c'est bon, ça. Quand on intègre l'entreprise familiale, c'est facile, pas facile? Y a-t-il une nervosité? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les défis dans tout ça? Bien, il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, parce que là, on ne veut pas que les gens disent « on le sait bien, elle, c'est la fille d'eux, c'est rien que pour ça qu'elle est là ». Ça fait qu'il y a quand même on veut quand même être reconnu pour ce qu'on va faire. On veut démontrer qu'on est là parce qu'on a quelque chose à apporter à l'entreprise. Ça fait que quand on arrive, il y a définitivement un peu de nervosité, mais toujours une belle innocence au travers de tout ça. On le rappelle. On développe ça comment, la naïveté, puis le déni, puis l'innocence? J'en veux. On dirait que ça rend tout plus facile. C'est comme toutes les autres caractéristiques. Des fois, c'est des qualités, des fois, c'est des défauts. Ça fait que c'est... Reste comme tu es, je suis certaine que c'est parfait comme ça. C'est bon. Mais on veut surtout montrer qu'on n'a pas peur de travailler, qu'on est là pour les bonnes raisons, puis qu'on n'est pas là juste pour ramasser le fruit mûr. Oui. Bien, tu l'as nommé tantôt, puis c'est quelque chose que j'ai noté tout de suite avec quelques fautes d'orthographe qui m'ont été corrigées par JP, mais j'ai écrit, moi, quand tu as dit, je voulais l'écrire textuellement comme tu l'avais dit, tu avais dit on ne l'obtient pas par le lien de sang. Par lien de sang, mais par le lien de sueur. Oui. Que tu avais mal écrit. Oui, j'avais écrit par le lien de cœur, mais en tout cas, il y a une partie de ça aussi, mais ouais, non, c'est ça, c'est de même que tu le nommais, c'est pas juste un privilège de petite fille à papa, là, c'est pas ça du tout, là. T'sais. Non, ça a toujours été très clair, c'est-à-dire que si un jour vous êtes impliqué dans l'entreprise familiale, il faut mériter sa place, il faut que l'entreprise ait besoin des talents que tu as, c'est pas juste t'as pas de travail, tu t'en viens dans le coin, viens-t'en chez nous. Il faut vraiment que tu t'engages, que tu travailles puis que tu aies quelque chose à apporter. C'est beau parce que ça joue aussi sur la crédibilité que tu as après au sein d'une équipe, parce qu'on s'entend que là, on a dit tantôt 140 employés à peu près. La petite fille à papa qui rentre, mais qui n'a pas de compétences, qui ne fait pas son cheminement dans l'entreprise comme les autres, c'est sûr, ça peut être plus mal perçu. Est-ce qu'il y a des outils, des compétences qu'il a fallu que tu ailles chercher autres? Parce que là, on s'assied dans cette chaise-là, on s'intègre dans l'entreprise tranquillement pas vite, on a du bagage qu'on a été chercher ailleurs avant. Mais y a-t-il d'autres choses qu'il a fallu que tu ailles développer qu'Élise, elle n'avait pas, là? Bien, je dirais que en gestion de personnes, quand je suis arrivée, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je suis arrivée dans une entreprise qui est fortement masculine. Puis là, moi, je me suis dit, il faut que je m'affirme, que je sois autoritaire, que je ne laisse pas... Ça fait que ça s'est développé avec le temps. Ça a été clair pour moi que j'avais du travail à faire là-dessus quand mes enfants ont grandi. C'est fou à dire, mais là, je me suis retrouvée avec des petits êtres humains complètement différents. Puis je sais que la plupart des parents, ils ont des enfants parfaits, mais moi, ça ne m'est pas arrivé. J'ai des enfants incroyables, mais pas parfaits. Puis
je me suis rendu compte que juste leur dire quoi faire, pas essayer de les supporter dans leurs forces puis de gérer leurs faiblesses, ça marchait pas si bien. Ça fait que les gens avec qui je travaille, c'est pas mes enfants, mais c'est des humains. Ça fait que dans le fond, là, c'était juste un petit modèle qui était tout à fait à l'aise à me dire tout ce qui passait par la tête, qui m'a permis, je dirais, de m'améliorer dans ma compréhension, dans ma bienveillance avec l'humain, puis dans la façon d'amener les gens à avoir envie de travailler ensemble. Fait que ça, c'est quelque chose que peut-être au départ, j'ai essayé de jouer Plus rough, mais c'était pas la plus solution. ferme, je veux dire On va ça. dire Ouais. plus ferme, Ouais. c'est ça. Mais que finalement, mais c'est bon, c'est d'avoir fait non, OK, c'est pas la façon qu'on va garder. Tu as nommé tantôt aussi, tu sais, parce que ça me fait un peu un rappel sur, tu sais, de OK, on va prendre une faiblesse, on va en faire une force. À un moment donné, tu parlais justement du positionnement de l'entreprise qui, en s'entend, qui est assez reculé, puis que versus d'autres entreprises similaires est peut-être moins avantagée, mais vous avez fait de cette faiblesse-là une force. On est encore dans problème-solution, là. Tu sais, c'est... Oui, mais là, celle-là ne m'appartient pas juste à moi. Là. Ça, c'est vraiment... Celle-là, je ne peux pas me l'approprier. C'est toute l'équipe qui a vraiment... À l'époque où il y a eu tout le départ des contrats vers l'Asie, l'équipe a travaillé, puis on parle plus des années... l'équipe a vraiment travaillé fort pour devenir meilleure que les autres. Pour ceux qui ne partent pas en Asie, c'est chez nous qu'ils vont venir. Ouais. Ça fait qu'il y a eu vraiment... Celle-là, elle ne m'appartient pas. Elle appartient aux gens qui ont travaillé vraiment fort pour... Puis ça, cette période-là, quand on parle des contrats vers l'Asie, c'est il y a lointain ou... Non, je dirais que c'est dans les années 2005, 2006. Fait que juste avant que tu intègres l'entreprise. Oui, moi, quand je suis arrivée, là, on était dans des années plus Ben, c'est ça. difficiles. Oui, mais ça n'a pas été... À ce moment-là, ça n'a pas été... J'ai pas de mérite là-dedans. C'est vraiment les gens qui étaient sur place qui ont pris cette attitude-là. Encore un exemple après ça que j'ai pu intégrer dans mon bagage de gens qui cherchent des solutions. C'est très beau, ça. C'est très, très beau. Ben, moi, je suis curieux, justement, quand on dit qu'on est arrivé et que ça allait moins bien, c'était quoi la perception en allant travailler puis de se dire, ben, j'ai peut-être beaucoup d'efforts à mettre pour essayer que ça aille mieux ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était quoi la perception ou qu'on voyait ça, mettons, vu que c'était un moment plus difficile? Écoute, quand je suis rentrée au départ, Félix était encore très présent. Ça fait que il était très investi. Puis d'ailleurs, on avait déjà des solutions qui étaient en place. Au moment où ça a été le moins bien, on a un cycle d'affaires qui est très long. Fait qu'on connaissait déjà les solutions, ils étaient déjà en place. C'est juste qu'il n'y avait pas encore d'effet sur le quotidien. Ça fait que c'était, encore une fois, avec beaucoup d'optimisme. Puis on voyait dans le fond, on voyait les améliorations puis la situation qui était en train de se replacer. Ça fait que quand on était au creux, en réalité, le vrai moment de s'inquiéter, c'était pas quand je suis arrivée, c'était juste un peu avant. Avant, oui, c'est ça. Oui, c'était juste un peu avant. Ça fait qu'à ce moment-là, les solutions étaient en place. Félix était revenu sur place aussi pour reprendre les rênes de l'entreprise suite à... Mais on était en mode solution. Ça fait que... C'était déjà avancé vers la bonne voie, c'est ça. Absolument. Puis les frères, ils intègrent à quel moment? Parce qu'on parle de l'intégration 2006 à peu près pour ta part, mais les frères, ils arrivent quand dans tout ça? Parce que est-ce que pendant un bout, tu te dis, ben, moi, être seul à contrôler tout ça, là, ça devient-tu un peu stressant, ça, là? Quand je suis rentrée, là, je contrôlais mon département. Je n'avais pas l'impression que j'étais seule d'aucune façon. Il y avait plein de gens très compétents qui faisaient leur travail très bien. Ça fait que c'est pas comme ça du tout que je me sentais. Frédéric mon frère le plus vieux, était déjà là depuis 2003 dans une entreprise sœur. Mais puis Félix a toujours été là. Maintenant, il est là plus en support, plus en périphérie, mais il n'y a pas un seul moment où j'ai eu l'impression d'avoir l'univers qui reposait sur mes épaules c'est à beau, moi. ça. C'est très beau. Puis, tu sais, c'est bien aussi qu'il y ait eu un lien, que Félix soit encore un peu, on pourrait dire, mentor dans ce temps-là, tu sais, comme la bonne étoile qui est là puis qui veille s'il arrive quelque chose, parce que
bien des transferts de relève, que ça soit familial ou non. Pour moi-même, l'avoir vécu, des fois, on a un idéal, puis c'est pas nécessairement ce qui arrive quand on arrive dans du transactionnel. Ça reste des entreprises de cœur. Fait que les gens sont dévoués, puis des fois, malheureusement, ça peut ne pas se passer comme on le voudrait dans le meilleur des mondes. Fait que c'est bien de savoir qu'on peut encore compter sur le support de la personne qui était propriétaire avant. Bien, puis il est d'ailleurs encore là. Puis ça s'est fait de façon graduelle, le fait qu'il se mette en périphérie. Puis c'était quelqu'un qui avait l'intention, la vision de nous faire le transfert, lui, de son côté. C'était son souhait. Ça aurait pu ne pas arriver, mais c'était son souhait. Il a été très généreux, très bienveillant dans la façon dont ça s'est passé. Il nous a laissé de la place, il nous a supportés aussi. Ça fait qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui voulait que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait toute la différence. Oui. Outre l'entreprise, moi, je veux savoir, tantôt, avant de commencer, j'essayais de parler un peu avec les gens parce que, comme je t'ai expliqué, c'était un très beau groupe. Les gens étaient du rendez-vous. Puis pourtant, janvier, des fois, faire sortir les gens, aller manger, ils sont tous à la diète, ils veulent pas sortir. Ils ont vu des gens pendant la période des fêtes. Puis là, boum, janvier, je voyais Pascal qui animait l'entrevue avec toi, qui gérait l'équipe à monter des tables parce qu'il manquait. Les gens étaient au rendez-vous. Puis je parlais avec les gens parce que je voulais savoir le lien. Tu sais, il y avait des visages qu'on voyait moins. Puis pourquoi Élise? Puis là, les gens m'expliquaient les liens. Je parlais avec Serge, d'ailleurs, de Desjardins, qui me disait, ben oui, mais elle est aussi dans IFA, elle est impliquée dans d'autres choses. Tu sais, Élise, outre l'entreprise, outre AMT, je veux savoir, c'est qui Élise? Elle est impliquée dans quoi? C'est quoi qu'elle fait chez eux le soir? Là? C'est quoi ses hobbies? Es-tu encore dans tous les comités? Pas possible. Non, il y a une partie de ma naïveté là-dessus qui est partie parce que, tu sais, des fois, on parle de l'équilibre travail-famille. Je dirais que travail-famille, j'ai réussi à faire quelque chose de quand même pas pire. Mais je ne suis pas une superwoman. Il y a 24 heures dans une journée. Ça fait que si vous venez chez nous, vous allez trouver que je suis une piètre ménagère et ma vie sociale est nulle. Donc, Élise... Fait que là, on t'en donne un peu aujourd'hui. C'est bien, tu vas avoir eu ton petit rush pour le prochain mois. Écoute, c'est plus de social que j'ai fait dans les... Mais j'exagère, mais en réalité, là, la famille puis l'entreprise, ça prend beaucoup du temps. Là. Mes enfants grandissent, ça fait qu'il va falloir que je me retrouve de nouvelles passions. Ouais. Je fais quand même 2 conseils d'administration sur des sujets, des choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Mais Élise, à côté de l'entreprise puis de la famille, je te dis que ça commence à être un peu plate. Mais c'est déjà beaucoup, tu sais, ça reste que c'est engageant de, tu sais, je veux dire, quand on veut être une bonne mère à la famille, tu sais, avec la famille, l'entreprise, tu viens quand même de nommer que tu sièges sur 2 CA. Ouais, tu sais, je pense que pour un humain, on va dire un moldu, je sais pas, là, tu sais, comme un humain standard, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Je ne sais pas pourquoi qu'on se met qu'il faudrait tout qu'on ait 9 vies de chat à la fois. Là, c'est déjà beaucoup. Puis c'est bien de nommer, de dire, ben là, je le sais qu'il va y avoir un après, il va y avoir d'autres choses, puis que là, il va falloir qu'Élise se redécouvre. Puis je suis sûre que tu vas aborder ça avec optimisme. On dirait que je ne m'inquiète pas du tout pour ça. On va trouver des solutions. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? Y a-tu des défis, des... Écoute, moi, ce que je souhaite pour les prochaines années, pas nécessairement les 2 prochaines, mais c'est qu'on soit capable de faire le transfert intergénérationnel suivant. C'est-à-dire, oui, bien, s'il y a des enfants qui sont intéressés, pour moi, il faut qu'il n'y ait aucune Pas de pression, comme tu n'as pas eu. Ouais. Aucune pression pour le faire. Mais à 8 ans, il faut que tu sèmes une petite graine. Tu vas être entrepreneur. Une petite phrase clé. Voici ma relève. Mais ça fait, c'est ça que j'aimerais, qu'on réussisse à faire un passage. Puis c'est toujours une génération un peu plus tricky parce que là, tout d'un coup, on n'a pas un père avec 3 enfants. On a plus de parents, plus d'enfants. Plus de possibilités. Plus de possibilités. Mais ça serait mon souhait, vraiment, qu'on réussisse à faire aussi bien que ce que nous, on a eu de notre côté. Je confirme. Puis c'est le fun parce que vous avez un bel exemple, tu sais. Donc, en espérant que ça arrive. Ah, je suis confiante. Quand on a des... Tu sais, je pense que tu l'as nommé tantôt, j'ai été choyée, j'ai été chanceuse dans la vie, j'ai eu les bonnes choses, les bons parents, les bons... Mais dans ce temps-là, je pense qu'on peut juste donner ça aussi en retour, fait que c'est garant de succès pas mal. Ben, merci de t'être livré à nous comme ça, d'avoir osé sortir de ta zone de confort comme ça, c'est très apprécié. Puis c'est beaucoup plus intéressant que tu penses.
pas mal plus intéressant. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast-là. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous avez été des bons guides. Ah, tant mieux. Tant mieux, on perd pas notre job. C'est correct. Tant mieux. Bonne affaire. Merci, Ellie. Merci. Merci. Une production de La Filière. Studio de podcast.